Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, c'est votre magazine, bien entendu, vraie version, une émission d'information, d'actualité qui traite des sujets, des questions de l'heure ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, bien entendu, que les tensions sont persistantes entre la République démocratique du Congo. D'ailleurs, les deux pays s'envoient dos à dos et par des communiqués interposés. Vous le savez, la RDC a suspendu tout accord, protocole d'accord, convention entre la RDC et le Rwanda. Et l'actualité reste bouillonnante avec quel système politique entreprendre pour l'Afrique et la RDC d'une manière générale et bien d'autres questions. Nous serons débattus ici sur ces plateaux avec des analyses pointues et pointillées avec notre invité que j'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur Norbert Yamba Yamba. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je signale que vous êtes cadre à l'UDPS, oui. Vous êtes environnementaliste et un panafricaniste. Tout à fait, tout à fait. Alors, d'entrée des jeux, vous vous appelez panafricaniste. Expliquez-nous d'abord ce concept de panafricanisme. Il faut reconnaître, Nathan, que l'Afrique était unique avant que l'homme blanc n'arrive. Nous étions ensemble, nous étions une confédération des royautés. Il y avait des empires, il y avait des royaumes, etc. Et donc, on n'était pas saucissonnés, on n'était pas divisés. Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes traditions, les mêmes coutumes, etc. Et nous étions un seul pays. Et nous avons hérité véritablement de nos ancêtres un certain nombre de valeurs, un certain nombre de lois qui ont régenté notre société. Malheureusement, quand l'Occident est arrivé, ils ont déstructuré, ils ont désintégré notre société. Au point où ils auraient souhaité véritablement que nous soyons ce qu'eux voulaient que nous soyons, pas ce que nous devions réellement être. Alors, très bien. On aura le temps d'enfoncer un peu cette question quand on va aborder la question quel système politique aborder, emprunter, entreprendre ici dans nos États africains. Mais je voulais d'abord, parce que vous venez fraîchement de la province du Sankourou. Vous avez postulé comme candidat gouverneur. Je signale au passage que vous n'avez pas... vous êtes un candidat malheureux. Nous voulons un peu savoir les contours de cette élection. Comment vous qui avez la faveur de pronostic avez échoué lamentablement? Expliquez-nous un peu. Échoué lamentablement, peut-être pas. C'est vrai que ce sont des douleurs d'enfantement liées à une démocratie dont nous n'avons aucune maîtrise, nous n'avons aucune valeur intégrée. Certainement que bon, il fallait compétir. Moi, je venais de mon parti, l'UDPS, oui. Et tous les autres étaient des candidats indépendants. Mais croyez-moi, on a toujours des difficultés dans une société où parfois on n'est pas suffisamment compris. Les gens se liguent. Mais pourtant, votre parti, vous le disiez, l'UDPS, a la majorité à l'Assemblée provinciale du Sankourou. Non. L'UDPS n'a pas la majorité. Oui. L'UDPS n'a aucun député. Mais les députés se sont déclarés de l'Union sacrée. De l'Union sacrée, bien entendu. C'est que très clairement, l'UDPS partait favori. Oui. Bon, que voulez-vous? Ce sont des pesantires de la vie. J'ai eu des problèmes à l'interne comme à l'externe. Vous étiez porteur d'un projet bancal pour votre Sankourou natal, mais qu'est-ce qui se passait? Non, la société n'a pas encore compris les éléments d'excellence. Tout le monde veut se déclarer excellence, honorable, mais quand il y a des valeurs qui sont portées par certaines personnes qui sont capables de faire fonctionner autrement les choses, ces personnes-là sont difficilement acceptées. Parce qu'aujourd'hui, le terrain est propice à des gens qui veulent véritablement se positionner. Se positionner suppose
protéger ses intérêts, jouir de ses intérêts, mettre en place un système de jouissance, d'euphorie de jouissance, etc. Et cela ne nous a pas permis. Vous imaginez que certains, de l'extérieur, parce que vous savez, les forces paysannes, les forces du FCC à l'époque, comme l'Union sacrée revient, etc. Et voilà, donc les différentes forces qui se déclarent de l'Union sacrée et qui ont été du FCC ont compris finalement que lorsqu'on fait confiance à quelqu'un qui est issu de l'IDPS, pas n'importe lequel. Mais vous êtes du parti présidentiel, M. Yamba Yamba. Pas n'importe lequel. Et qu'est-ce qu'il faut il y a une récomposition du tissu sociopolitique. C'est-à-dire que même les gens qui ne s'entendent pas devraient se mettre d'accord pour nous neutraliser. Et c'est ce qui a été fait. Et ils ont eu la complicité aussi de certaines personnes, semble-t-il, qui ont une certaine influence à certaines instances, etc. Et qui ont participé. Donc il y a eu des ordres qui sont venus de Kinshasa, qui sont venus des mots d'ordre qui sont venus de Kinshasa pour vous mettre à l'écart Non, mais il y a des gens qui ont loué l'avion, qui ont quitté Kinshasa, qui sont arrivés sur place et qui ont estimé que moi, je ne faisais pas partie des choix de l'Union sacrée et qu'on devrait confier quelqu'un d'autre, notamment un indépendant, la responsabilité de pouvoir gérer la province. Et qui disent ça, écoutez, ce sont des gens qui se disent de l'Union sacrée. De l'Union sacrée, surtout des circuits de l'IDPS, et une sorte de complotation avec ceux de l'Union sacrée, parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Nous, on s'est battus, pas pour ne pas s'enrichir ou se positionner. Nous, on s'est battus, on croyait véritablement que le pays fonctionne autrement. Donc, vous pensez que l'Union sacrée, c'est le FCC bis, ou bien c'est bonnet blanc, blanc blonné? Il faut faire beaucoup d'attention, et c'est là vraiment que je demande au président de la République d'être prudent et attentionné. Ce sont des caméléons. Ils sont riches en couleurs. Oui. Ils sont riches en couleurs, pauvres en vitesse. Ils sont capables de poser des actes incontrôlés. Aujourd'hui, c'est Yamba qui est neutralisé. Oui. C'est Yamba qui est détruit sur base d'une complotation malsaine, malveillante. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont réserver comme sort au président demain. En 2023, peut-être. En 2023. Ils le disent très clairement que nous sommes là justement pour préserver nos intérêts. Parce que, croyez-moi, comment ils peuvent refuser que l'IDPS puisse diriger le Sankourou? Pourquoi refuser? C'est que très clairement, ils préparent une bombe contre le président de la République. Et que ceux qui, peut-être aujourd'hui, entourent le chef n'ont peut-être pas la lucidité nécessaire pour comprendre cela. Et ils ont donner libre cours, naturellement, à ces gens-là de jouer le jeu en disant, bon, voilà, il faut écarter Yamba Yamba, il faut peut-être choisir quelqu'un d'autre, etc. Bon, ils ont réussi leur coup. Moi, j'ai été formé véritablement pour domestiquer les règles démocratiques. Je reste prisonnier de ces principes et je laisse passer le passé et je vois l'avenir. Je vois l'avenir avec optimisme. Je me dis, peut-être que les gens n'ont pas encore compris, mais ils ont fait rater naturellement une opportunité à notre province d'avoir quelqu'un qui aurait pu véritablement expérimenter une expérience assez cumulée par rapport à la gestion des provinces. Justement, vous parlez vraiment la mort dans l'âme pour votre province. Alors, maintenant que les élections, les dés sont jetés, qu'est-ce que vous envisagez maintenant dans le futur pour votre province avec d'innombrables projets que vous avez en tête pour faire avancer votre province? Je suis à la disposition de mon parti. J'ai été voir le secrétaire général de l'UDPS. Oui. Je lui ai dit que j'ai été formé plusieurs années pour encadrer, organiser et rendre opérationnel les partis politiques, outre mon expertise connue. Je suis à sa disposition. Je suis également à la disposition du chef de l'État, dont je reste fidèle, sans démenti. C'est depuis plusieurs années, sans tergiversation. On est resté sur cette ligne de conduite. On a veillé sur cette ligne de conduite et on le restera.
parce que le souci pour nous, c'est de voir le Congo fonctionner autrement. Alors, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Je n'ai peut-être pas eu l'occasion d'aider ma province, mais je vais continuer à l'aider par l'entremise de celui qui est arrivé. Donc, je reste dispo à pouvoir donner des idées. Oui. Parce que ce qui compte, c'est ma province. Elle a vécu plusieurs années en situation d'instabilité, de querelles récurrentes et permanentes, des morts d'hommes. Le développement s'est éloigné de plus en plus à cause des humeurs des gens, etc. Et donc, moi, je pense que je ne dis pas que je suis le seul à avoir des recettes, mais je pourrais peut-être apporter ma contribution au travers ces recettes que j'aurais pu rendre opérationnelles chez nous. Et si les nouveaux gouverneurs pourraient en avoir besoin, tant mieux. Pas pour être ministre, ça je ne le saurais pas, mais ne serait-ce qu'apporter ses idées pour l'aider davantage à consolider ses convictions et avoir une boussole qui le permette, n'est-ce pas, de pouvoir faire quelque chose. Bon, voilà, je le ferai. Mais pour le reste, oui. Pour le reste, je voudrais informer à tous les panafricanistes, à tous ceux qui croient aux solutions africaines, à tous ceux qui croient que l'Afrique est restée le continent problématique par excellence. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons réfléchi et nous continuons à réfléchir avec la diaspora africaine, les afro-descendants disséminés à travers le monde, pour que nous puissions véritablement mettre en place un centre, une école Kamit, une école panafricaine. Nous venons de terminer la construction de cette école. Les opérateurs politiques qui veulent véritablement gérer l'Afrique avec une certaine autonomie, avec un leadership originel, les opérateurs économiques, les opérateurs politiques, les opérateurs sociaux, y compris les journalistes que vous êtes, il y a une occasion qui est disponible aujourd'hui. On est basé à Mongafula, les adresses seront données. Même ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat, la jeunesse qui veut réussir, les jeunes qui veulent réussir, nous avons des recettes pour les aider. Le président de la République a parlé des millionnaires, mais nous avons des recettes pour faire ce travail-là. Je suis un formateur agréé. Et je me mets à la disposition, naturellement. À tout moment, on peut et donc, d'ici là, oui. Chers panafricanistes, ceux qui croient aux solutions africaines, vous serez invités pour que nous puissions nous retrouver et voir éventuellement comment nous pouvons démarrer cette école qui pourrait se retrouver sur l'ensemble du territoire national. Certainement qu'en Afrique, il y a au moins 43 sites dans les 43 pays africain, dont je suis président de la nouvelle vision panafricaine. Une nouvelle vision qui s'écarte du paradigme occidental, qui est en train de construire un paradigme afrocentrique, un système de valeurs fondamentalement africain. Et ce système-là qui va véritablement ressortir. Alors, vous aurez le temps vous aurez le temps de développer toujours au cours de cette émission. Alors, Monsieur Norbert, vous êtes Yamba, vous êtes cadre de l'UDPS. Vous avez concouru à une élection sous le label de l'UDPS. Vous avez échoué. Alors, revenons maintenant au sein de votre parti, le parti présidentiel dont vous vous bombez les torses. Alors, à ce stade, quelle est la santé de l'UDPS? On ne vous sent pas dans des grands moments, dans des grandes décisions. On ne sent pas le parti de l'UDPS. Vous êtes devenu silencieux. Qu'est-ce qui se passe? Non, on n'est pas devenu silencieux. L'UDPS, c'est comme des fourmis, non? L'UDPS, c'est en ébullition partout, à travers le pays. Certainement qu'il faut redynamiser. Et le secrétaire général, ensemble avec la CEP. Ah ben c'est comme si après le départ, disons-le, après le départ de Kabound à Kabound, il n'y a pas des gens qui peuvent encore hausser les tons, parler dans des moments cruciaux. Des moments cruciaux, hausser les tons, mais vous avez suivi les déclarations du secrétaire général, vous avez suivi la position de l'UDPS.
Hier, vous avez entendu la présentation du gouverneur élu de l'UDPS. Nous sommes dans une commission où nous travaillons dans le sens d'organiser un atelier pour la redynamisation et la relance de l'UDPS. C'est cet atelier qui va déboucher à la mise en place d'une feuille de route. Cette feuille de route va déterminer un certain nombre d'actions jusqu'en 2023. Et ces actions seront rendues opérationnelles dans les différentes instances, que ce soit au niveau national, provincial, urbain, communal et local. Tu vois? Donc, cette fois-ci, on veut travailler de manière professionnelle. On ne va pas faire des parce incantations. Que vous étiez dans le tohu-bohu, dans les tintamarres? Non, pas tintamarre. Parce que vous dites que non, on ne nous attend pas, on n'attend pas. Mais non, vous voulez organiser les choses, faire des choses de manière professionnelle, vous l'avez dit. Non, mais écoute, il faut professionnaliser les choses. Bien entendu. Professionnaliser les choses suppose faire l'évaluation, l'auto-évaluation, et savoir ce qu'on a fait, ce qui n'a pas été fait, et davantage faire des réajustements. C'est ça la société, non? C'est ça l'esthétique, n'est-ce pas, institutionnelle. Vous croyez que quand on dit « je vais travailler de manière professionnelle », c'est qu'avant vous n'étiez pas professionnel. Non, c'est cette capacité de lucidité qui permet véritablement de visualiser ce qu'on a fait et de pouvoir faire des réajustements parce qu'il peut y avoir des douleurs d'enfantement. C'est cela. Alors, donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le secrétaire sous la houlette du secrétaire général, il s'organise un atelier qui va regrouper naturellement les différentes structures du parti pour se retrouver de manière à construire une feuille de route qui va servir de plan d'action. Et c'est là, en tenant compte du CAP 2023. Alors honnêtement, M. Yamba, honnêtement, en toute honnêteté, quand vous observez la gestion de l'UDPS, depuis que vous êtes aux commandes, depuis 2018-19 jusqu'à aujourd'hui, vous vous dites quoi? Les gens sont satisfaits de la manière dont vous gérez la chose publique? Mais là, vous posez deux questions. Tantôt vous parlez de l'UDPS, tantôt vous parlez de la chose publique. Non, parce que c'est l'UDPS qui est aux commandes, parce qu'on voit le parti présidentiel. C'est à travers le président de la République qui est issu de l'UDPS. Attention, il faut souvent s'interroger sur l'arrangement institutionnel qui est en place. Oui. L'UDPS n'a pas une majorité de députés. L'UDPS les alliés, ils avaient 35 députés, vous savez. Et puis bon, voilà. Donc, mais la vision, c'est du chef, non? La vision, c'est du chef de l'État. La vision du chef. Oui. Mais la vision du chef. Mais qui rend opérationnelle cette vision? Ce sont des personnes. Et qui viennent d'où? Eh bien, du FCC. Et quelle est la politique du FCC? C'est la désintégration, c'est la désarticulation. C'est cela ce que cela représente. Jusqu'à quand vous allez continuer à vous plaindre du FCC, M. Yamba? Non, mais aujourd'hui, on ne se plaît pas. On ne se plaît pas. Mais je voudrais vous dire qu'il y a la manchémologie, c'est une nouvelle discipline. Dans l'analyse des faits, il faut savoir considérer cette nouvelle discipline. C'est une science qui vient de naître par un de nos confrères, Kaliba, qui pense que lorsqu'on veut faire une appréciation d'une institution, d'une société, il faut savoir évaluer le système qui a précédé le nouveau système. Si ce système-là vivait de la jungle, si ce système-là a formé des vautours, des voleurs, a formé des hommes qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucun cœur dans l'ouvrage, la tendance générale, même si l'on change de système, c'est justement de pouvoir reproduire les réflexes de l'ancien système. Jusqu'à ce qu'ils vont s'accommoder. Excusez. C'est très scientifique ce que je suis en train de dire. Jusqu'à ce qu'ils vont s'accommoder avec le nouveau système parce qu'il y aura des garde-fous. Et donc, nous avons passé 2 ans, parce que vous parlez de 3 ans, nous avons passé 2 ans avec un gouvernement qui est venu des alliés. FCC cache. FCC avait 65% des ministres, avec un premier ministre du FCC. Vous voyez ce que cela représente? Et donc, sur les 65% des ministres, nous on avait 35,
Eh bien maintenant, il faut ramener tous ces gens-là qui ont vécu dans un autre système, qui ont vécu dans une autre vision, et les ramener pour s'adapter à la vision du président de la République. On ne va pas refaire toute l'histoire. Ça a pris du temps. Aujourd'hui, le président a les mains libres lui-même. Bien entendu. Il a les mains libres, mais on ne voit pas le bout du tunnel. Le président a les mains. Vous parlez du FCC, même le président l'a décrié dans son discours de 6 minutes. Oui, mais maintenant... Il a les mains libres, oui, il a tout le gouvernement entre ses mains, il a les commandes. Mais pourquoi le social ne tient pas? Pourquoi... Non, cher ami. Non, Nathan. Il faut évoluer sincèrement dans ce que nous faisons. Oui. Vous avez une année avec le gouvernement Samalou Koundé qui est censé être un gouvernement loyal. Combien de temps? Non, Sama. Cher ami Nathan, vous avez... plus de 110 millions d'habitants. Vous avez 1450 entités territoriales décentralisées. Vous avez 26 provinces. Ça, c'est la rhétorique, monsieur Yamba Yamba. C'est de la rhétorique. Excusez. C'est tous les jours qu'on entend ça. Non. Sincèrement, vous avez affaire à un homme sincère et correct. Allez-y. Et donc, la gouvernance dans notre pays a été pensée à 3 niveaux. Il y a le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Au niveau local, vous avez les villes, les communes, vous avez les secteurs, les chefferies. Ça sont des entités territoriales décentralisées. À chaque niveau, que ce soit au niveau national, il y a un budget de la République qui répond aux préoccupations, n'est-ce pas, de la population congolaise, les sociales dont vous parlez. Mais ce niveau national détient un budget, n'est-ce pas, qui a 36 compétences et 11 compétences concurrentes. C'est très important. Et sur les 36 compétences, le budget Samalou Koundé, c'est un budget qui n'intervient que sur les 36 compétences. Lorsque vous arrivez en province, vous avez la province qui a aussi une autonomie de gestion économique, politique, sociale. La province a aussi un budget. Il a un programme qui est différent du budget du niveau national. Et la province dispose de 29 compétences. Vous quittez 11 compétences concurrentes avec le gouvernement central. Et vous avez les villes qui ont aussi, n'est-ce pas, des compétences, qui ont un budget, qui ont un programme. Vous descendez au niveau des communes. Alors, excusez, c'est très important. Allez rapidement, monsieur. Les communes aussi, on peut pas refaire les communes aussi tout le programme du budget, ont des programmes. Mutandis, pour les secteurs et les chefferies. Et donc, le développement, le social se fait non pas simplement au niveau national, le gouvernement que dirige Samalou Koundé sous la présidence du chef de l'État, mais où il faut tenir compte de la capacité des gouverneurs à apporter des réponses. Il faut avoir des maires de ville, les bourgmestres, les chefs de secteur et les chefs de chefferie. Si, au niveau national, il y a l'union sacrée qui s'est construite autour d'un même personnel politique, mais qui n'a pas encore suffisamment compris le bien fondé de l'action qu'il faut réaliser, et vous allez à la province, c'est intact. Ce sont les mêmes anciennes personnes qui dirigent au niveau des bourgmestres, au niveau des maires de ville, au niveau des chefferies. Et donc, nous sommes dans une situation où, certainement qu'il y a un pulsion au niveau national. Or, la configuration institutionnelle de notre pays voudrait qu'il y ait 3 niveaux d'impulsion, 3 niveaux d'initiative. Donc l'impulsion n'est qu'à un seul niveau, ne se trouve qu'à un seul niveau, au niveau national, mais pas au niveau provincial et local. Mais il faut travailler, et c'est là justement que les choses sont en train véritablement. Mais vous voulez qu'on vous accorde combien de temps pour que tout cela soit matérialisé, M. Amboyamba? Mais vous savez, nous tendons déjà vers la fin de votre mandat. Vous savez, la Belgique, c'est 80 fois moins que le Congo. La France, c'est 5 fois, 4 fois et demi. Le Rwanda, c'est 100 fois moins que le Congo. Le Rwanda, le diamètre, c'est 200 km. Moi, quand je suis dans les territoires de l'homme, en train de faire la campagne comme candidat député national, je fais le même rayon que Paul Kagame. Il faut faire attention avec ça, parce que les gens ont tendance de comparer les incomparables. Donc, vous avez la province la plus éloignée du Congo-Kinshasa, c'est la province du Sud Kivu. 2000 km.
Moutrantis pour la province du Haut-Katanga. Vous voyez? Et donc, quand on est à Kinshasa, si au niveau du site Kivu, on n'a pas un gouverneur qui a pris les responsabilités de pouvoir travailler au même titre que Samalou Kondé, si à Ngweshe ou à Kaziba ou à Ouvira, on ne trouve pas des hommes et des femmes qui ont des responsabilités, mais qui sont déterminés à pouvoir changer les choses, c'est difficile. Alors moi je sais que pratiquement toutes les provinces sont maintenant entre les mains de l'Union sacrée. Bon, tout à fait. 24 sur 26. Maintenant, quelle est la configuration spirituelle, psychologique de tous ces gens? Ça c'est un autre débat. Hein. Ça c'est un problème. Ça c'est un autre débat. Non, c'est pas un autre débat. C'est pas un autre débat. C'est comme ça que nous tous, nous disons. Aujourd'hui, les gens ont des responsabilités. Beaucoup ont été des opportunistes. Ils sont dans un système d'incantation. L'écosystème politique est lui-même de pourriture intrinsèque. Certainement qu'il faut travailler pour construire une pureté de la forme. Et c'est le travail qui est en train d'être fait pour que demain, ceux qui effectivement se réclament de l'Union sacrée et qui veulent véritablement soutenir le chef de l'État, on les saura. Et à ce moment-là, ils auront eu autant d'années où ils peuvent véritablement changer leur mentalité. Et cette mentalité va travailler dans la perspective de répondre aux préoccupations du combat qu'a mené l'UDPS. Si on n'arrive pas à déprogrammer mentalement tous ces gens-là pour ne faire que ce qu'ils étaient habitués à devenir riches de manière insolite, insolente, et donc, on n'ira nulle part. Mais, croyez-moi, on est en train de poser des jalons. On est en train de poser un premier pas. Avec ce tableau que vous venez de peindre, ceci nous amène d'ailleurs à aborder la question: quel système politique pour l'Afrique d'une manière générale et pour le Congo, la RDC d'une manière particulière? Vous êtes panafricaniste. Donnez-nous des manières succinctes. Comment peut-on comprendre ça? L'IDPS, mon parti, a opté pour la démocratie. Bon, nous, on est... je fais partie de la cellule scientifique de l'IDPS. Oui. Parmi les gens qui réfléchissent pour apporter des innovations, vous savez, l'IDPS a même toute une cellule scientifique. Mais c'est que beaucoup ne le voient pas voilà. Comme ça. On est en train de pensent que l'IDPS c'est la rue, c'est ça, c'est des classes comme même on l'a vu pendant vos 37 ans. Mais aujourd'hui, quand vous dites que vous faites partie de la cellule scientifique, il y a aussi des éminences grises là-bas, donc ça fait penser à beaucoup de choses. On est en train de réfléchir. Alors parlez-nous du système politique. D'évaluer le système démocratique qui existe. Lorsqu'on analyse... Qu'est-ce que vous reprochez à ce système? Le système, il est importé. C'est un système importé de l'Occident qui n'a pas trouvé une fondation. Vous savez, un arbre, fut-il un baobab, sans racine tombe. On nous a imposé, pour liquider notre peuple, il fallait nous faire adopter les idées qui viennent d'ailleurs. Or, ces idées ne trouvent pas un répondant. Parce que ça ne rentre pas dans notre culture, ça ne rentre pas dans notre ADN, ça ne rentre pas dans notre identité. Et donc, toutes ces idées-là nous ont fait perdre notre système immunitaire. Alors, vous voulez qu'on revienne... C'est-à-dire qu'aucun pays en Afrique, pratiquant la démocratie occidentale, ne peut se développer. Ne peut se développer. Alors, et ça, je dis, je donne ma main à alors, vous donnez votre recette, alors, M. Yamba. Donnez la recette, qui est potable, favorable, que nous pouvons consommer pour que les États africains se développent. Il n'y a pas de recette unique. C'est question seulement de fouiner ce qu'a été notre patrimoine culturel pour dire nous avons vécu 300 000 ans avant qu'aucune autre race ne puisse exister. Aucun autre pays ne puisse exister. C'était l'homme noir. Il y avait une culture. L'Égypte pharaonique avait vécu 35 siècles avant l'ère chrétienne, de puissance scientifique. Mais les États se modernisent, M. Yamba. Non, mais écoute, la modernisation doit tenir compte des spécificités. La modernisation doit avoir un enracinement, un ancrage spécifique, particulier. Oui, et quand on se modernise, avec les idées des autres, on est en train de grimper sur les idées des autres. Et voilà le résultat. Ça fait 62 ans. On a pratiqué cette fameuse démocratie. Ça ne donne aucun résultat. Mais vous ne proposez rien. Tu vois, et à nous, on propose. Non, nous sommes dans une approche afrocentrique.
cette approche afrocentrique donne une démocratie qui relève de la configuration de ce qu'a été nos ancêtres. Vous savez, l'Empire du Mali, pas le Mali actuel, etc., parce que ça a pris beaucoup de pays à l'époque, etc. Vous savez, la première charte, c'était la charte Nkurukumfunga, la charte Madène. C'est au XIIIe siècle. C'était la première constitution du monde. Un pays comme Mossi, l'Empire Mossi, vous l'avez entendu en histoire, mais il y avait des organes constitutionnels, etc. Le royaume Congo était organisé. Pourquoi nos ethnologues, nos anthropologues, nos politologues, nos juristes ne peuvent pas fouiner sur cet héritage traditionnel pour que nous puissions monter un arrangement institutionnel qui correspondrait à notre situation? Regardez, avec le maréchal Mobutu, il a tenté, maréchal Mobutu. C'est maintenant que je suis en train vraiment de l'étudier. Mais c'était autour de la pensée unique, avec le Jalelo, tout ça, mais c'était la dictature pure et simple. Voilà. Ça, c'est la vision occidentale. On ne peut pas revenir à ça. Les libertés étaient entravées. Quand on est scientifique, on n'a pas de recettes uniques. Quelque chose qui est négatif peut aussi avoir des effets positifs. Je suis en train de voir Mobutu avec sa toque, un roi. Tu connais même le film Mobutu, roi du Zaïre. Oui. C'était un roi. Et le roi, nous avons connu des empereurs, etc. Et donc, il appartenait naturellement à l'élite politique. Alors, il n'y avait pas des élites, il y avait trop de diplômés à côté de Mobutu. Il y avait des diplômés, mais ce ne sont pas des élites, en fait. Ils auraient pu véritablement construire un arrangement institutionnel qui permettrait que nous puissions inventer notre propre système. Et Mobutu avait tenté avec le recours à l'authenticité. Mais ces recours à l'authenticité, outre les changements de nom, les changements d'avenir, etc., n'avaient pas permis de mettre en place un système de valeurs. Un système de valeurs qui construirait, n'est-ce pas, un paradigme. Le paradigme suppose toute une vision de société. Parce qu'en réalité, l'Occident a mis en place son paradigme hérocentrique, et ce paradigme, il considère ça comme une civilisation universelle. Et cet idéal civilisationnel, il fallait propager un peu presque partout, oubliant que cela rentre dans la tradition occidentale. Or, il fallait s'interroger sur base de nos traditions, sur base de nos héritages traditionnels, etc. Qu'est-ce que nous pouvons monter comme un arrangement pour avoir véritablement un État qui s'éloignerait, bien entendu, de la dictature? Parce que même dans nos villages, moi je fais des recherches par rapport à ça, il a existé des chefs au niveau du village. Mais au bout du village, vous avez une case d'un homme qui conteste parfois les chefs. Et souvent, lorsqu'on décidait de l'avenir du village, les chefs disaient à ces notables d'aller le voir. Qu'est-ce qu'il pense véritablement de cette décision? Lui donner son point de vue. Il a existé une sorte d'opposition. Je me suis beaucoup. Mais qui aurait pu être configuré. On ne peut pas s'éterniser. Qui aurait pu être configuré par nos chercheurs. Il me semble que nous avons des pseudo-chercheurs politisés. Nous n'avons pas des élites. Parce que lorsqu'on est élite, on a non seulement la capacité de production des idées, mais on a la capacité de rendre opérationnelles ces idées. Or, ici, nous sommes dans un système de compilation, dans un système de récitation, dans un système de perroquets récitants, vous voyez, où on croit que c'est la civilisation occidentale est la meilleure et l'unique à travers le monde. Raison pour laquelle Cheikh Anta Diop disait, au fur et à mesure que l'on monte avec les études, tu as 2, 3, 4, 5 doctorants, donc tu es formé pour être un petit gamin, n'est-ce pas, des Occidentaux, ne voyant que l'Occident comme référence, etc. Et vous ne pouvez pas imaginer qu'en dehors de l'Occident, il y a des peuples, et ce peuple-là ont vécu des millénaires, et ces peuples-là ont des traditions qui auraient pu véritablement être scientifisées, modernisées, théorisées, pour permettre véritablement que ces peuples-là puissent avancer. Alors, nous avons pris l'Occident, et l'Occident crie qu'il a une mission civilisatrice, qui est un piège pourtant, etc. Et les résultats sont là. Et des grands savants comme Edgar Morin, qui parlent de défi de la complexité. Il dit qu'il n'y a aucune civilisation qui soit universelle. Il n'y a aucune civilisation qui puisse être
pratiquée partout. Et donc, au nom de la loi de deux vérités contraires... Terminé là-dessus. Au nom de la loi de deux vérités contraires, deux vérités peuvent cohabiter dans un même espace. Donc, l'Occident a sa vérité, nous avons notre vérité. Et nous pouvons cohabiter. Encore qu'il faut que nous soyons en mesure d'identifier véritablement notre vérité. Malheureusement, nous sommes tantôt chrétiens, tantôt musulmans, tantôt bouddhistes, tantôt... Or, nous ne sommes pas africains. Voilà. Et ça, c'est un danger public. C'est un danger public pour lequel nos chercheurs, tous ceux qui sont dans les universités, écoutez, bon, ils sont en dehors de notre société. Ils sont en dehors de notre société. Il faut revisiter même le système éducatif. Et ça, il faut qu'il y ait des panafricanistes dans les institutions de la République pour infuser une nouvelle dynamique. Des panafricanistes pur sang, pur jus, pour vraiment impulser cette nouvelle donne. Tout à fait. Que vous voulez... Et tant qu'on n'aura pas revisité notre système religieux, on n'aura pas revisité notre système politique, on n'aura pas revisité notre système éducatif, et que tous ces systèmes soient importés, on n'ira nulle part. On va toujours, même après 1000 ans, en train de discuter de ces questions-là. Mais si, vous les journalistes, vous vous appropriez véritablement de cette thématique, et que nous essayons de discuter, vous appelez les gens, vous êtes d'un parti politique, encore les partis politiques qui n'ont pas d'origine africaine. Et donc, tous ces partis politiques n'ont aucune utilité, aucune plus-value, aucune valeur ajoutée. Appelez tout un chacun et qu'on discute véritablement de l'avenir. On ne peut pas avoir 62 ans. Et puis, on n'avance pas, on est en train de descendre. Parce que déjà, 60, nous, on était déjà un pays en revenu intermédiaire. Aujourd'hui, nous sommes à 180. Mais ce n'était pas par le fait du Congo, c'était par le fait de la Belgique. Parce que c'était pas le fait des Congolais eux-mêmes. C'est ça le paradigme occidental. Quand vous vantez des chiffres, tout ça, c'était pas par le fait du Congo. Mais c'est pourquoi je dis que c'est un paradigme occidental, eurocentrique, qui a permis à nous exploiter et qui continue à organiser des guerres, etc., pour exploiter nos matières premières, les amener chez eux parce qu'il y a des industries. Ils vont produire des richesses, ils vont produire des emplois pour eux et nous laisser en train de pleurnicher. Alors, donc, il faut un panafricaniste qui sait dire. Vous avez mis la puce à l'oreille en parlant des guerres. Que comprenez-vous? Quelle est votre lecture par rapport aux tensions persistantes ces derniers temps-ci avec la résurgence des M23 sous couvert du Rwanda qui met à mal la quiétude et la tranquillité? Le Rwanda fait bien son job. Hein. Le job du Rwanda, c'est être sous-traitant. C'est un commissionnaire. C'est un courtier. Vous savez qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. On est des voisins avec le Rwanda, mais le Rwanda n'a rien. Le Congo, c'est un pays un scandale géologique, compagnie, etc. Des ressources, des tiers, par exemple, des ressources africaines se trouvent au Congo. Et puis bon, voilà, donc tous les vautours internationaux, avec ce paradigme hérocentrique, où on a besoin des ressources, et on a besoin de les amener à l'état brut. L'Orient entre dans la danse, et on les ramène chez eux pour aller, n'est-ce pas, les transformer, pour nous laisser dans une situation de pauvreté abjecte. Mais il faut qu'il y ait des sous-traitants, il faut qu'il y ait des relais à l'intérieur de la République. Et donc, tout ce qui se passe avec le Rwanda, c'est pas le Rwanda, c'est l'extérieur, mais lui joue son jeu. Il a des relais. Il y a des relais. Et c'est ça ce qu'on appelle la convergence d'intérêts. La convergence d'intérêts à 3 niveaux. Il y a des vautours internationaux animés par les métiers nationaux qui deviennent plus puissantes que même certains États. Et vous avez les voisins qui n'ont pas grand-chose. Vous savez, le Rwanda, c'est 100 fois moins que le Congo. C'est pratiquement le territoire de l'homme, mais là. Et donc, vous avez le voisin comme l'Ouganda, etc. Mais ils s'organisent. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait généralement? Vous avez vu la stratégie maléfique, malveillante, n'est-ce pas, celle de créer la guerre à l'est, à l'est du pays et organiser un certain nombre de filières de sous-traitants. Première filière, c'était l'AFDL.
qui est venu avec des sous-traitants de la sous-région. Deuxième, c'était le RCD. Oui. Troisième, c'était CNDP. Quatrième, c'est M23, etc. Et donc, chaque fois, vous entendez le M23 aujourd'hui. Toutes ces filières, ils ont infiltré les institutions de la République, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan de la police, de l'armée, etc. Même au niveau des régies financières, vous imaginez. Alors maintenant c'est la même chose, non? Il faut ajouter d'autres personnes. La tendance générale, c'est quoi? C'est qu'il y a une perspective qui a été démontrée avec plus de compétences par Tchèque Tidiana Gabio, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a son cabinet de consultance à la place, sur la place d'Atlanta aux États-Unis, et qui vous dit qu'il y a des pays qui sont sous le viseur, n'est-ce pas, de l'Occident, et partagés naturellement par l'Orient, parce que même la Chine danse, parce que le terrain est très fertile. Le viseur, c'est quoi? C'est balkaniser le Congo? Bien entendu. Il n'y a pas que le Congo. Comme on l'a fait au Soudan. Le Mali aussi. Le Mali, c'est 3 États. Le Congo, c'est 5 États. Tous ces charlatans que vous entendez, ces rois télins. Je suis du Congo central. Nous, on doit être indépendants. Je suis du Katanga. Je suis d'ici, Kivu, etc. Ce sont des rois télins qui sont bien préparés. Et ils sont même dans les institutions de la République. Et donc, si aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a pas des hommes et des femmes qui comprennent les enjeux et qui travaillent dans la perspective de ressouder les coudes et de construire des synergies gagnantes, et ça sera une peine perdue. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on a vu quand le président de la République a pris ses fonctions, on a renoué nos relations avec le Rwanda. Le Rwanda, c'était l'ami parfait. C'était vraiment dans toutes les réunions. Même, vous vous souvenez, même aux obsèques du président de l'UDPS de l'époque, Étienne Tshisekedi, le président Kagame est venu ici. Mais du coup, on accuse les Rwandais d'être derrière le M23. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, pour que les relations entre nos deux pays se cassent comme ça, de cette façon? Cher Nathan, vous savez que l'Afrique a 5 régions. Il y a le nord, la locomotive, c'est l'Égypte. Vous avez le sud, c'est l'Afrique du Sud, la locomotive. L'ouest, c'est le Nigeria. L'est, c'est l'Éthiopie. Et le centre, c'est le Congo-Kinshasa. Et alors, tous ces pays satellitaires ne sont pas d'accord avec le Congo. Parce que le Congo a des grandes potentialités. Et le nouveau leadership du président Félix Tshisekedi voudrait aller dans la direction de transformer les potentialités en possibilités. Alors maintenant, lorsqu'on leur propose des marchés, regardez au Rwanda, il y a une usine de raffinerie de coltan. Et la tendance aujourd'hui, c'est de fabriquer même des téléphones. Et il a les contrats où si ce n'est qu'à Walikale, à Massissi, compagnie. Aujourd'hui, même usine en or. Vous allez en Ouganda, l'exploitation du pétrole, on est sur la même nappe. Est-ce que le président n'est pas en train de payer sa stratégie de vouloir faire faire de la RDC un pays ami à tout le monde? Mais nous sommes une locomotive et tous ces pays satellitaires-là doivent être entraînés par la RDC, mais ils sont jaloux. Et plus grave encore, le président de la République, c'est un panafricaniste. Et je vous l'ai dit, à toute sincérité et du fond de mon cœur, parce que je connais la personne. Pour lui, un pays voisin, dans une perspective de la construction de l'opérationnalisation de l'agenda 2063, il faut créer des puissances régionales. Et dans la création de puissances régionales, il faut créer des projets intégrateurs, des projets fédérateurs. Et on ne peut créer des projets fédérateurs qu'avec des voisins. Et le président croit à ça. Parce qu'en 2100, l'Afrique risque de revenir la plus grande puissance du monde. En tout état de cause, on va créer les États-Unis d'Afrique. Mais on s'est donné comme responsabilité de créer d'abord des puissances au niveau des régions. Les régions que je vous ai citées. Le Rwanda, il est proche du Congo-Kinshasa.
Alors maintenant, il faut caresser le Rwanda. Il faut le bercer. Parce que nous sommes un pays phare. Le Rwanda, c'est un pays satellitaire. Et donc, profitant véritablement de cette volontariste du chef de l'État, qui croit à l'agenda 2063 et la perspective de 2100, etc. Le Rwanda trouve que c'est un terrain fertile où même des graines pourries peuvent germer. Oubliant sincèrement que, outre cette vocation panafricaine, etc., nous avons 3 axes. L'axe diplomatique, l'axe politique et l'axe militaire. Et donc, en tant qu'État, tant que nous ne sommes pas encore ensemble, nous pouvons nous défendre. Oui, et là, nous sommes déterminés à nous défendre et le peuple s'implique aujourd'hui pour que véritablement cette défense comment jugez-vous l'approche du gouvernement en suspendant les accords, les protocoles d'accords et des conventions signés avec le... Est-ce que ce n'est pas du rétropédalage carrément du gouvernement qui non, ce n'est pas un rétropédalage. Ça s'appelle analyse coût-bénéfice et risque de tel ou tel scénario. Pourquoi ne pas rompre carrément les relations diplomatiques ou bien rappeler notre ambassadeur qui est au Rwanda et ça, c'est l'émotion. Expulser le... Ça, c'est l'émotion. Et l'émotion, l'intelligence émotionnelle est une compétence managériale. Nous avons tout perdu les valeurs. On oublie qu'il y a même une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle suppose savoir analyser le coût, le bénéfice et le risque d'une décision à prendre. Et si nous estimons que cette décision-là, cette stratégie peut nous faire gagner, pourquoi on irait chasser l'ambassadeur et quelques minutes, il y revient. Dès lors, il faut aller à Goma. Hein. Tu vas voir combien de Congolais traversent chaque jour au Rwanda, combien de Rwandais traversent chez nous. C'est ça. Et donc, il faut comptabiliser tous ces éléments-là. D'ores et déjà, mais il y a une certaine maintenant animosité qui se vit entre les deux peuples. Maintenant, les populations de l'Est menacent de rentrer de l'autre côté et inversement. Nous avons connu le régime du FCC qui a pactisé avec le Rwanda, qui a opéré dans une approche cache-cache avec le Rwanda. Et tout ce que nous sommes en train aujourd'hui de dénoncer... le régime Tshisekedi l'a fait aussi à ciel ouvert. À ciel ouvert. C'est mieux de le faire à ciel ouvert et voir le résultat. Et c'est sur base de ces résultats qu'on monte des stratégies correspondantes. Voilà, au lieu d'être hypocrite. Donner l'impression qu'on ne fait rien, faire des déclarations incantatoires, et puis bon, on n'a rien fait. Pour que la nuit, on se dise, mais arrêtez, ce sont nos histoires, etc. Merci. Et tout ce qu'il aurait souhaité le faire, à ciel ouvert. Et ce n'est pas mauvais. Mais quand on le fait, or, l'agenda international qui recrute des sous-traitants à travers la sous-région, etc. C'est cet agenda-là qui, véritablement, devra être revisité. Mais je voudrais, et là, le peuple congolais, au travers ses dirigeants, à des moments de crise, comme ce moment ici, il est important d'évoquer le génie pour savoir des alternatives qui nous permettent de construire la paix durable. J'ai entendu les chefs coutumiers dire « Nous sommes capables, nous entendons les signaux. » Mais arrêtez! Nous avons besoin de nos chefs coutumiers. Nous avons besoin des églises autochtones. Aujourd'hui, pour que le génie qui a été immobilisé, démobilisé par des religions importées, dites et révélées, que ce génie-là soit rendu opérationnel pour nous donner la capacité de pouvoir travailler l'ennemi et les gagner. Qu'ils aillent à Topoké, dans la province orientale, chez le Topoké, qu'ils aillent chez le Lokele, etc. Ils vont trouver qu'il y a une force, le liquide, qu'on peut impliquer, mettre dans les yeux, et on peut voir en demi-kilomètre et savoir où se trouve l'ennemi. Nous avons besoin que toutes ces techniques, toutes ces pratiques occultes soient rendues opérationnelles. Et ce sera le début où on va commencer à fabriquer les bombes. Avec Laurent Kabila, à un moment donné, vous savez, à l'époque, lorsqu'on devrait chasser les rebelles, on avait fabriqué des bombes. Que ces professeurs quittent les ghettos. Tous ces chercheurs-là réfléchissent.
fasse des propositions au gouvernement de la République. Comment bouter pour dehors que l'ennemi? nous puissions non seulement bouter dehors l'ennemi, mais stabiliser notre pays et avoir nos propres armes, avoir nos propres munitions, ici de notre génie, pour construire notre autonomie, donner libre cours à notre leadership. Ça, on en a besoin. Aujourd'hui, plus que jamais. Il faut que la crise génère des alternatives. Merci. Et ça, on en a besoin. Et c'est très important aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie, cher Nanda. Terminé, vous avez un mot pour terminer l'émission? Vous avez un mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est vous dire que on peut tout dire. On peut tout dire. Le monde est dirigé aujourd'hui par des puissances et ces puissances ne sont plus unidirectionnelles. Ces puissances voguent dans la multipolarité. Il y a plusieurs puissances à travers le monde aujourd'hui. Je crois que cette guerre entre les puissances peut nous donner l'opportunité de réfléchir, voir les héritages qui sont traditionnels, voir nos chercheurs, voir notre système éducatif, voir notre système politique, voir notre système religieux, revisiter tout cela, les adapter, les scientifiser, les moderniser, pour que nous puissions construire notre autonomie, qui puisse véritablement construire de l'ancrage institutionnel, et cela va nous aider véritablement à nous affirmer en tant que potentialité, non seulement de l'Afrique, mais du monde, pour que nous soyons véritablement la vraie locomotive en Afrique centrale. Si on est distrait, on veut aller chez tel ou tel pays pour nous aider, on attendra longtemps et on va s'amuser avec nous. Parce qu'aucun pays en Afrique, surtout pas en Afrique centrale, a besoin que le Congo puisse avancer. Parce qu'on connaît que le Congo est pourri, a beaucoup de richesses potentielles. Et donc, chaque pays veut véritablement les niveler vers le bas. Mais alors maintenant, travaillons avec tout ce que nous avons, comme chef coutumier, comme église autochtone, comme chercheurs, comme d'autres potentialités que nous avons. Réfléchissons, inventons, changeons notre système éducatif, changeons notre système politique. Arrêtez cette démocratie, cette fameuse démocratie qui fabrique véritablement des chômeurs de luxe. Et nous avons besoin, sincèrement, aujourd'hui, que nous ayons nos propres solutions, nos propres alternatives. Ça va nous aider à faire avancer les choses. Parce que chaque crise a toujours été un amour du progrès. Et cette crise doit nous aider véritablement à construire le progrès. Merci, Monsieur Norbert Yamba, pour ces belles analyses concernant cette émission autour de l'actualité politique. Travaillons, inventons, réfléchissons. Ce sont ces mots forts que vous avez donnés pour que le Congo avance. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Je crains beaucoup la distraction avec la danse, la chanson, etc. On aurait organisé ce genre d'émission. Sincèrement, Nathan, je te demande au nom de l'avenir de notre pays, de révisiter le contenu des émissions. On y reviendra. Parce que on y reviendra. C'est pas normal. On y reviendra. C'est promis. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous avez compris, l'émission était très enrichissante avec Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, environnementaliste et panafricaniste. Avec lui, nous avons passé en revue toute l'actualité politique de l'heure ici en République démocratique du Congo. Je vous dis merci, au revoir. Nous nous reverrons la semaine prochaine avec un nouvel invité autour toujours de l'actualité politique en RDC. Bye bye.